Je vais d'abord Bonjour, merci beaucoup. Je vais d'abord vous présenter en quelques mots. Donc, vous êtes aujourd'hui autrice, agricultrice et libraire. Vous avez créé avec votre conjoint une ferme biologique de plantes aromatiques, de production de plantes aromatiques et médicinales en Bretagne, à laquelle vous avez ajouté une activité de café-librairie. Avant cela, vous avez fait des études de sciences politiques qui donc ont débouché sur plusieurs expériences professionnelles dans l'humanitaire et le politique, je crois. Et puis, il y a 10 ans, à 26 ans, vous avez fait le choix de quitter la ville et votre emploi salarié pour vous installer en Bretagne avec votre conjoint donc, et y monter votre projet. Vous avez donc réalisé votre exode urbain et c'est un sujet qui vous passionne au point d'y avoir consacré un livre que je vous montre ici, ce livre. Voilà. En attendant les premières questions des internautes, moi je voudrais vous interroger déjà. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce sujet vous tient autant à cœur? En fait, c'est le résultat expérientiel. En fait, ce bouquin, il est vraiment la somme de deux choses. À la fois mon expérience personnelle, évidemment, et aussi ce que je constate depuis qu'on accueille du public ici, c'est-à-dire j'ai senti monter un appétit pour la ruralité. Il y avait de plus en plus de questions, il y avait de plus en plus de rencontres qui avaient pour objet de... en fait, des gens venaient me voir en me disant j'ai besoin de trouver l'espace pour me dire c'est possible. J'ai envie de le faire, mais je ne sais pas tellement où j'en suis. J'ai l'impression que ça reste quand même quelque chose de compliqué. Donc voilà, je voudrais que vous puissiez m'aider pour ça. C'est vrai que le café-librairie, donc ça fait 5 ans que le café-librairie est ouvert sur la ferme. Et donc ça fait 5 ans qu'on reçoit du public. Et vraiment, depuis 2-3 ans, j'avais de plus en plus d'échanges de cette nature, avec des profils très différents aussi. Pas seulement des gens qui souhaitaient de l'installation agricole, ce qui étaient les porteurs de projets qui nous contactaient le plus au tout départ du projet, d'autres gens qui voulaient s'installer en plantes aromatiques. Là, il y avait un panel de profils bien plus large, avec des projets très différents, avec des gens qui avaient envie de rester salariés, d'autres qui avaient envie de bosser dans l'artisanat, le commerce, envie de monter une start-up. Enfin, en fait, il y avait plein de schémas, vraiment plein de schémas qui se déroulaient. Et par contre, les questions, elles étaient toujours un peu semblables. Donc, j'ai fait un matériau avec tous ces échanges et je me suis dit, en fait, il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître. Et moi, j'ai l'intime conviction, c'est ce qui a fait que je suis partie à la ville il y a 10 ans, de la ville il y a 10 ans, que l'avenir est à la campagne et qu'il y avait quelque chose à construire. Et que ce n'était pas seulement, on va dire, une part anecdotique ou une part je sais pas comment dire ça, mais on va dire que les néo-heureux dans les années 70 c'était vraiment vécu comme, euh, voilà, comme un espace de parenthèse dans le schéma social. Voilà, il y a des gens qui créent des bulles à la campagne et puis ça reste un espace très restreint. Mon intime conviction, c'est que ça peut être un schéma plus large, voire un schéma générationnel. Et donc, j'avais envie de le défendre et j'ai à partir de ce point de vue, c'était une intuition, j'ai envie de dire, enfin voilà, une conviction, une intuition. L'idée, c'était de se servir de tous ces entretiens et de toutes ces questions pour en faire quelque chose d'autre. À la fois un essai, puisque ce livre, on a choisi ensemble, puisque Brigitte et Julie, qui a travaillé sur le livre, vous m'avez accompagnée là-dedans. On a fait le choix de l'intituler Manifeste pour une ruralité positive, parce qu'il y a une forme d'affirmation dans l'ouvrage de ce modèle de l'exode urbain et de ce que ça peut impliquer à la fois comme choix de vie, mais aussi comme choix de société après. Et puis voilà, c'était vraiment l'expérience individuelle, ça compte, parce que le choix, le moment où on se dit je vais partir vivre à la campagne, bah, c'est un choix très intime. Et en même temps, les perspectives, elles sont bien au-delà. Et donc, du coup, vous êtes retrouvé finalement à écrire un sujet qui était terriblement d'actualité. Et comment est-ce que ça a changé en fait? Est-ce que cette situation particulière a changé votre vision de l'exode urbain? Alors évidemment, ça a changé. Donc moi, ça fait à peu près 2 ans que je travaillais sur le projet. J'avais échangé avec d'autres éditeurs, mais on avait assez rapidement voulu me caler dans la niche collapsologie. Et pour moi, c'est un message d'espoir. C'est-à-dire que c'est pas l'idée de quitter la ville pour rejoindre la campagne. En tout cas, au moment où on a travaillé ensemble sur le projet, c'était pas seulement de dire parce qu'il y a l'injonction à le faire.
Ça devait être un message positif, un message par le désir d'une meilleure qualité de vie et pas par le fait que c'est devenu impossible de vivre en ville. Et j'avais envie de porter ce message en dehors du scénario de l'effondrement, parce qu'évidemment, l'exode urbain, ça peut être une réponse à un scénario d'effondrement urbain. Mais pour moi, avant tout, c'était de se dire, mais même si l'effondrement n'advient pas, est-ce qu'on ne serait pas plus heureux dans ce mode de vie? Et en fait, quand on s'est rencontrés, alors on peut quand même expliquer que moi, en tant que libraire, ça fait 10 ans, presque 10 ans que je travaille avec les éditions Terre Vivante. Et donc, avant d'échanger avec Brigitte, j'avais échangé avec Corinne, qui est plutôt sur le volet, qui est même complètement en interaction avec les libraires et sur le projet. Et elle m'a dit, mais vous savez, c'est l'histoire de Terre Vivante, cette histoire-là. C'est le projet de Terre Vivante, c'est des gens qui ont quitté Paris pour monter dans la Drôme un lieu alternatif, qui a su s'ancrer, qui a su, voilà. Elle m'a dit, ce serait peut-être intéressant que vous puissiez le proposer chez nous, parce qu'on travaille ensemble depuis longtemps, et puis parce que ça résonne aussi dans l'histoire de la maison d'édition. Donc déjà, il y a eu cette première rencontre où on s'est dit, bah oui, en fait, c'est chez Terre Vivante qu'il faut que cette histoire prenne place. Et effectivement, quand j'ai écrit le livre, il y avait en tout cas toute la première partie qui était sur le constat des perspectives que peut offrir la ville en termes de qualité de vie et pas seulement en termes de voilà de ces symboliques de réussite, tout le mythe en fait qui a donné lieu à l'exode rural. Donc la première partie du livre avait vocation quand même à déconstruire un peu le mythe de l'exode rural. C'est sûr que cette partie-là, une fois le Covid advenu, elle a dû être un peu modifiée. Parce que, bah oui, tout d'un coup, beaucoup d'urbains saisissaient. Alors que, clairement, quand vous m'avez dit oui pour ce sujet, on était d'accord que c'était un sujet de niche, que ça allait être quelque chose qui allait être difficile à imposer dans le débat public, parce que parler de ruralité dans le débat public, dans des médias nationaux qui sont quand même essentiellement urbains, c'est compliqué. Voilà, on se disait que on faisait quelque chose qui correspondait, et vous et moi, à une intime conviction, à des valeurs et à des parcours et à des choix de vie. Mais en même temps, on avait un peu l'impression que c'était un pari et que voilà, on restait sur un quartier de niche. Et donc évidemment, l'arrivée de la crise du Covid, le confinement, ça a totalement changé à la fois le regard que nous on a posé sur cette thèse et le regard surtout de l'extérieur. Et donc effectivement, d'un sujet qui avait vocation à nourrir le débat, peut-être dans un espace plus restreint, c'est devenu un sujet de société et c'est devenu même un des principaux sujets du monde d'après, entre guillemets. Oui, j'ai réécrit le livre. Enfin, oui et non, parce que le fond y était quand même. Mais... Voilà, le fond y était, on a gardé cet aspect positif, on l'a gardé, ça je pense que c'était vraiment très important. Il y avait le premier titre que je vous avais proposé, c'était Quitter la ville maintenant. Oui. Et à l'époque, vous m'avez dit, mais non, parce que quitter la ville, c'est pas seulement l'enjeu. L'enjeu, c'est ce qu'on construit à la campagne. Et voilà, l'idée, c'était de conserver cet aspect ruralité positive. Qu'est-ce qu'on construit au-delà du moment où on choisit de partir, malgré le fait que là, le message qui était en tout cas celui des médias, c'était il faut fuir la ville parce que c'est insupportable, parce que le confinement, parce que tout ça. Dans votre livre, vous parlez, à moi, il y a un moment que j'aime beaucoup, il y a un moment où vous parlez du carnet de rêve. Vous établissez votre carnet de rêve. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est ce carnet de rêve? Ce carnet de rêve, c'est un truc qu'on a fait nous en arrivant, enfin avant de partir même. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, on s'est rencontrés avec Adrien, on venait de mondes très différents. Enfin, lui, il sortait de 3 ans de vie en squat et moi, je travaillais, j'étais cadre dans une collectivité, je faisais de la communication politique. Donc, on avait des vies et des modes de vie et des approches du champ politique très différents. On savait qu'on avait plein de valeurs communes et qu'on voulait aller ensemble sur ce chemin-là, mais c'était quand même un processus un peu compliqué et un peu, voilà. Et en fait, on se connaissait pas depuis si longtemps quand on a fait ce choix-là. On était en couple vraiment depuis 6 mois quand on a cherché la ferme. Donc on s'est dit, il y a beaucoup de débats, ces discussions, elles étaient riches, mais en même temps, c'était un peu difficile d'en faire quelque chose. Et on s'est dit, on va poser sur le papier au moins ce qu'on a de commun, ce qui nous fait rêver ensemble et ce qui nous permettra de fixer un objectif pour ce qui va se passer ensuite. Et donc on s'est dit, on va faire un carnet de rêves dans lequel on va écrire, on va dessiner même cette ferme, ce lieu nouveau qu'on a envie de construire, comment on a envie de le faire, et comment on se voit s'y projeter dans les 10 années qui viennent. Au départ, c'était voilà, à 10 ans. Quoi. Évidemment, maintenant, ça fait 10 ans, donc on le regarde avec un regard un peu différent. Mais voilà, il y avait cette idée de se dire, ça permet de chacun mettre des mots sur ce qui est important pour nous, sur ce qui est difficile aussi. Ça permet
simplement une projection, parce qu'en fait, on ne peut pas construire une autre vie si on ne peut pas la rêver. Et que cet imaginaire, cette iconographie, dans la ruralité, elle existe très peu. C'est-à-dire que soit on a l'image un peu, enfin les images qui sont diffusées de la ruralité et de la néo-ruralité sont quand même assez difficiles. D'un côté, on a la campagne, c'est la cambrousse, il n'y a rien à faire, ça vote Front National, tout ça. Et puis, de l'autre côté, c'est la campagne des vacances, c'est des espaces, en fait, c'est des espaces consommés, quoi, c'est des espaces de loisirs. Mais à quel moment on a la possibilité de se projeter dans un projet qui est un projet de vie où on pourrait créer une entreprise, s'installer, faire grandir des enfants, etc. Cet espace-là, il est assez peu présent et il était encore moins il y a 10 ans. Aujourd'hui, je dirais que ça existe un peu plus, mais on a aussi le problème de la folklorisation, où on est vite calé zadiste, ultra décroissant, permaculture et compagnie, alors qu'en fait, il y a plein de manières de vivre la néo-ruralité et que celle-là n'est pas du tout une injonction, quoi. Donc, en fait, j'avais envie de... Alors, voilà, je pense que ce carnet de rêve, c'est aussi un processus pour s'imaginer la vie qu'on pourrait espérer mener de l'autre côté, quoi. Y a-t-il eu un élément déclencheur dans votre décision de quitter la campagne, pardon, vous installer à la campagne, de quitter la ville? Oui, évidemment, il y a eu un élément déclencheur et ça, j'en parle beaucoup avec d'autres porteurs de projets. Enfin, j'en ai parlé sur les dernières années beaucoup avec d'autres porteurs de projets. Moi, c'était un burn-out professionnel. C'est souvent des moments de rupture, c'est-à-dire pour faire un choix aussi radical, il y a vraiment, voilà, il y a assez souvent des histoires de deuil, de conflits professionnels, de rupture amoureuse, de rupture familiale, de problèmes de santé. Et en fait, voilà, les gens à un moment sont obligés de faire le point et de se dire, bon, là, j'ai continué de manière linéaire, je sais pas, j'ai à la sortie de l'école que j'avais fait parce que c'était ça que j'ai à 18 ans que je me suis dit que je pouvais faire. J'ai eu le premier boulot, puis le deuxième, puis il fallait bouffer, j'ai pris le troisième, etc. Et puis en fait, à aucun moment, j'ai eu le temps de me poser la question de ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie. Et souvent, ces moments de rupture personnelle, intime, ils vont imposer une mise à plat et de se dire, bon, bah, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller. Le gros truc du Covid, c'est que c'est que c'est le choc collectif, Ouais, contrairement ouais. à ces chocs individuels. Et que du coup, il y a beaucoup de gens qui avaient une vie très linéaire, qui avançaient sans se poser de questions, qui d'un coup ont été contraints de s'interroger sur le modèle de réussite, sur le choix de vie, sur leur niveau de revenu, sur la qualité de vie, sur leurs relations familiales, sur le temps qu'ils avaient pour leurs enfants, pour leurs loisirs, pour leur santé. Et en fait, ce moment de rupture, il a été assez fort, je pense, pour beaucoup de gens. Avec le recul, quelles ont été les principales difficultés de votre choix en milieu rural et vos plus belles réussites? Bah, nos plus grandes difficultés, c'était pas des, comment dire ça, c'était pas exogène, c'est-à-dire, c'était pas lié à l'endroit où on était. Les plus grandes difficultés qu'on a eues, elles étaient liées à nous-mêmes, quoi. Notamment sur notre appétit. On voulait faire un truc très collectif avec plein de gens en lieu de vie commun, et ça, on n'a jamais réussi à le faire. On n'a jamais vraiment réussi à le faire. Après, on est en copropriété, on est 126 copropriétaires, on a la propriété collective du foncier. Mais par contre, dans la manière de faire vivre le projet au quotidien, voilà, ça n'a pas été exactement ce qu'on attendait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vu dans pas mal d'autres projets en échange avec d'autres porteurs de projets sur cette question-là. Et puis, le rapport au temps, ça a été une difficulté très, très forte pour moi. J'en parle dans le bouquin. Moi, je venais d'un espace professionnel où tout va très vite, où j'avais une charge de travail assez conséquente et où, en fait, je travaillais en 60 heures par semaine à peu près. Je faisais beaucoup de veille média, donc des fois tôt le matin, des fois tard le soir, quand il y a une dépêche, il y a un truc qui tombe et tout ça. Donc, on va vite, 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 vite. Et j'étais pas préparée à la cyclicité. J'étais pas préparée au fait que quand on rate un truc au printemps qu'on veut cultiver, il faut attendre l'année d'après pour recommencer. J'étais pas préparée au fait que quand on touche au bâti ancien, des fois on a des problèmes et que pour les régler, il faut 1 an, voire 2 ans, parce qu'on ne peut pas étayer une charpente à la saison des tempêtes. Et ce truc-là était vraiment difficile pour moi et je pense qu'au départ, vraiment, c'était un truc, j'avais l'impression que si ça avançait pas vite, c'est parce que j'en faisais pas assez. Du coup, je maintenais ce rythme et cette injonction à faire, avec l'impression que ça n'avance pas. Parce qu'en fait, simplement, il fallait accepter qu'il y avait un temps logique pour les choses qui n'était pas le même que celui de ma vie d'avant. Et accueillir ça, c'était très difficile. D'accord.
Et du coup, vous avez mis combien de temps à monter votre projet? Enfin, est-ce que vous considérez que votre projet est abouti là ou est-ce qu'il y a encore beaucoup... Enfin, non, j'imagine que ce n'est jamais abouti, mais vous en êtes où en fait? Moi, je dirais qu'on en est aux 2 tiers de ce qu'on s'était fixé, mais qu'on a réussi quand même. C'est-à-dire que c'est pas fini parce que, par exemple, il y a toujours une fragilité. Bah là, on voit avec le Covid, on n'est pas nos structures, elles sont pas suffisamment résilientes. Mais enfin, en même temps, on n'est pas les seuls sur Terre, hein. Mais je veux dire, au bout de 10 ans, malgré tout, on n'est pas capable de gérer un choc comme celui-là sur nos structures. Bah, on est en train de bricoler, on voit avec l'État comment ça peut se passer, mais on est quand même mis en difficulté comme plein d'autres gens. Donc en termes de résilience, on n'est pas encore au point. Après, ces lieux existent, notre marque de tisane existe, on a une reconnaissance nationale, voire internationale sur les tisanes. Le lieu, il est vivant. On l'a vu cet été, on n'a été ouvert que 3 mois cette année, mais les gens étaient au rendez-vous, ils nous attendaient et ça nous a fait vraiment chaud au cœur, en fait. Donc voilà, après, sur l'autonomie au quotidien, je pense qu'on aurait voulu être plus loin. En tout cas, quand on a regardé le carnet de rêve il n'y a pas longtemps, on s'est dit qu'il y avait encore du chemin à faire. Enfin, en tout cas, ce que je pense qui est important, c'est qu'on s'était fixé au départ l'idée que le chemin devait être aussi beau que l'objectif. Parce qu'on avait vu beaucoup de porteurs de projets dans des constructions, dans des éco-constructions, dans des projets agricoles, dans des projets de lieux alternatifs, etc. Pour que le projet réussisse, perdre vachement de plumes, s'abîmer, des couples qui rompent, des liens amicaux qui se brisent et tout ça. Et on voulait pas ça, en fait. Donc on s'est dit, si le projet doit prendre un petit coup dans l'aile de temps en temps pour qu'on soit heureux, c'est pas très grave. On voulait monter une activité de restauration au départ sur le café librairie en continu, enfin tout le temps, quoi, pendant toute la saison estivale. On a eu un enfant, on s'est rendu compte que c'était pas compatible vu le temps et l'énergie qu'on avait envie de lui donner, qu'on n'avait pas fait ce projet pour se retrouver à signer des feuilles de garde de 55 heures par semaine chez la nounou alors qu'elle était toute petite et qu'on était en allaitement à la demande. Enfin, voilà, il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Donc, à un moment, on s'est dit, OK, ça marche pas, on ferme. Bah oui, le chiffre d'affaires sera moindre, c'est évident. Mais en même temps, l'important, c'est que le chemin soit aussi beau que l'objectif. Donc voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait que, malgré le fait que peut-être on n'a pas encore toutes les activités qu'on voudrait, on n'est pas encore à l'équilibre économique qu'on voudrait, par exemple, euh, je pense qu'on peut se dire qu'on a réussi. On a réussi à dépasser les difficultés, y compris des choses très compliquées. Quand Adrien s'est blessé, il y a 2 ans, Adrien s'est blessé le genou, il a fallu adapter son poste de travail au handicap. Ça a été une époque, enfin voilà, ça a été une période très difficile, mais on a réussi à la dépasser, on a réussi à trouver la ressource, à être soutenu pour ça. Donc voilà, l'important pour nous, c'est pas tant le factuel aujourd'hui, c'est aussi que en fait là, on est heureux, on est fier de ce qu'on a fait, on est bien dans notre espace, on partage ça avec plein de gens qui sont contents aussi. Donc là-dessus, on peut cocher OK, quoi. Est-ce que vous aviez déjà votre projet en tête quand vous êtes parti ou est-ce que quand vous avez quitté la ville, vous aviez déjà, vous saviez très précisément ce que vous vouliez faire ou c'est venu, dans quel sens en fait vous avez organisé votre départ? Nous, on savait ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que moi, j'avais ce projet de café-librairie depuis la sortie de mes études. J'avais fait un master en entrepreneuriat social à Sciences Po. Et je savais que j'avais envie de monter ce lieu, sauf que j'avais jamais imaginé le monter en ville. Le business plan d'ailleurs était urbain et plutôt pour l'île, en tout cas le nord de la France, qu'on souhaitait faire au départ avec la personne à qui j'avais initié ce projet. Et Adrien, il voulait s'installer en agricole. Donc ça, on le savait, mais ce que c'est devenu, c'est quand même un peu la rencontre entre nous deux. Et voilà. Par contre, oui, le projet était préalable à l'installation. C'est-à-dire que nous, on a cherché un lieu qui pouvait accueillir les 2 projets ensemble. Voilà, on avait vraiment fait cette recherche. On avait envoyé des mails aux présidents de toutes les communautés de communes de l'ouest de la France. On savait où on voulait s'installer et pourquoi on voulait y aller. Si vous êtes à même de répondre à un besoin qui est celui du territoire où vous allez poser vos valises et pour lequel vous allez devoir sans doute acquérir des compétences, vous former, ça va être un processus, mais vous allez à la rencontre de plein d'autres acteurs, vous allez entrer dans un maillage qui est le maillage territorial de, je ne sais pas, si vous êtes commerçant, si vous êtes artisan, si vous êtes enseignant, si vous êtes pour une profession de soins, etc. Vous allez rentrer dans cet espace et vous allez y prendre place. Donc en fait, ne pas avoir de projet,
ça peut être aussi un très bon facteur d'intégration et un gros facteur de réussite de celui que vous allez pouvoir entreprendre une fois que vous serez sur place, parce que vous êtes sûr que ce n'est pas votre projet qu'il va falloir imposer à ce territoire, c'est une réponse à un besoin. Donc là, c'est quand même beaucoup plus simple d'ancrer une initiative quand elle répond à un besoin réel sur le territoire. Pensez-vous que votre projet de vie serait possible dans d'autres régions beaucoup plus désertiques, la Bretagne étant une région peuplée? Moi, dans ma clientèle, j'ai un peu de clients locaux, mais on ne va pas se mentir, j'ai des gens qui viennent de beaucoup, beaucoup plus loin. J'ai des gens qui viennent de toute la Bretagne, des gens qui viennent de l'étranger, j'ai des gens qui viennent de région parisienne, des gens qui viennent nous ont découvert à travers les restaurants avec lesquels on travaille pour les tisanes, des gens qui viennent pour le fonds de librairie botanique et qui peuvent faire beaucoup de kilomètres parce qu'ils vont caler leurs vacances pour, sur la route, faire ça. Et c'est ce que Marc a réussi à faire, et là, il est décédé cette année, mais c'est ce qu'il a réussi à faire et à créer comme dynamique pour ces lieux euh, particuliers, parce qu'on est des lieux conviviaux où le livre, l'objet livre, ben voilà, crée la nécessité de venir et de voir. Moi, je ne fais pas de click and collect, je ne peux pas faire du click and collect. Mes clients, ils viennent, ils ont besoin de voir les livres, ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de conseils. Donc, on est vraiment dans des logiques comme ça qui dépassent nos territoires et qui parfois peuvent amener de la visibilité, de l'ancrage. Enfin, moi, ça fait partie des choses que les élus ici et les gens du coin dont ils sont très fiers. C'est-à-dire que quand on est dans les médias nationaux, même internationaux, ils se disent, bah voilà, on parle de Six-sur-Arve très loin parce qu'il y a ce lieu qui a cette capacité d'attraction. Donc je pense qu'il ne faut pas se centrer nécessairement sur sa zone d'ancrage. Après, on rend un service local malgré tout. Enfin voilà, quoi qu'il arrive, on est un espace où les gens du coin viennent boire des verres et on a choisi de s'installer dans un territoire où il y avait un seul autre agriculteur bio tout autour à l'époque. Maintenant, on est beaucoup plus nombreux et où on se disait qu'on n'allait pas retrouver l'entre-soi qu'on connaissait dans nos espaces militants en ville. On avait envie d'aller vers d'autres gens, on avait envie de vivre le truc complètement, y compris avec les difficultés que ça pouvait impliquer. Donc on a fait ce choix-là qui était peut-être pas le choix le plus évident au départ, mais qui nous a plutôt donné raison après. Et en fait, on n'avait pas d'ancrage initial à Sixte-sur-Arve. Enfin, on n'avait aucun lien. On est vraiment ce que les gens appellent ici des hors-venus, quoi. Alors, quand on est seul, bah, l'enjeu, il est assez fort. Soit on a la possibilité soit de créer un collectif en amont, de créer un gros projet exode urbain dans la ville où vous êtes ou au-delà d'ailleurs, en se disant, bah voilà, moi j'ai envie de monter un projet peut-être dans telle région ou peut-être je sais pas, et donc c'est la rencontre de tous ces gens qui va faire. Soit on a la possibilité de rejoindre des collectifs existants. Donc, par exemple, La Suite du Monde, qui est une initiative de Pablo Servigne qui a vocation à créer des réseaux d'écolieux dans les territoires ruraux, bah, c'est un bon moyen, c'est une bonne porte d'entrée. Il y a des espaces comme ça, il y a les petites annonces de terre vivante, voilà, des cassaisons du jardin bio. Il y a des espaces sur Internet où on peut rencontrer des gens qui ont des projets similaires, soit des gens qui sont déjà dans des écolieux et qui ont la possibilité d'accueillir des nouvelles personnes et qui du coup disent, bah voilà, on a une place qui se libère, ou on a construit, ou on a rénové une nouvelle partie, on pourrait accueillir 2, 3, 4 personnes supplémentaires. Est-ce qu'il y a des gens qui sont motivés? Donc en fait, il y a des espaces qui peuvent accueillir des personnes seules, et puis il y a des groupes qui peuvent se créer pour trouver un lieu ou pour initier des nouveaux projets. Donc en fait, en aucun cas, partir seul n'est réellement un problème. C'est juste qu'il faut trouver la solution pour faire du commun si vous avez envie de ça. Parce qu'après, il y a aussi des gens qui peuvent partir seuls et rester seuls. Et c'est tout à fait respectable. Frédéric demande, avec du recul, quelle est pour toi l'erreur que tu ne reconduirais plus? Ouais, alors là, la liste est très longue, hein, parce que souvent les gens me demandent des conseils et moi je dis, je ne donne pas beaucoup de conseils parce que tous ceux qu'on m'a donné, je ne les ai pas écoutés. Donc voilà. Des erreurs, j'en ai fait plein, on en a fait plein. Je pense qu'une des plus grosses, c'est de penser qu'on arriverait à apprendre à être paysan, maçon pierre-terre, charpentier, carreleur, plombier, électricien, bûcheron et tout ça en même temps. Plus j'imagine, comptable. Comptable, chargé de com, Voilà, parents aussi, parents. en Ouais. même temps aussi, Okay. voilà. Oui, non, bon, là, clairement, être un peu humble sur la capacité à déployer et à acquérir des savoir-faire, même si on en a l'appétit à fond, voilà. Et puis bien gérer son chrono, quoi. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, vraiment se dire que c'est pas la peine de s'user sur les 2 premières années, quoi. Ça prendra peut-être 10 ans.
Et ça, c'est très difficile quand même. Je pense qu'il y a des choix peut-être qu'on a fait au départ qu'on ne referait pas en se disant on se laisse une année de plus, c'est pas la peine de foncer tout droit. Si, quand même, par rapport à ce qu'on a vécu sur la blessure d'Adrien, c'est la prophylaxie. C'est-à-dire qu'au départ, justement parce qu'on était tout feu, tout flamme, et comme beaucoup de porteurs de projets, on a dit on mécanise peu, on fait tout, on est des costauds, nous on travaille avec des outils consentants, on n'a pas peur et tout ça. Ça marche bien quand tu as 25 ans, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, il y a un truc de réappropriation du corps qui était quand même assez fort hein, dans le moment où on quitte la ville. Mm. Et on a vraiment ce sentiment d'être mal dans son corps et tout ça. Et où du coup, on va déployer beaucoup de force physique pour en fait, faire les tâches et qu'il fallait s'économiser. Et qu'il fallait du coup se doter des bons outils, de la bonne ergonomie de poste de travail pour pas s'user, pour pas se péter le dos, pour pas avoir des TMS sur les épaules, les poignets et évidemment les genoux pour nous, puisqu'on travaillait tout le temps à genoux. Et je me rappelle que l'outil qu'on utilise aujourd'hui, le Tutilo, qui nous permet d'aménager notre poste de travail, quand on l'a vu la première fois, on a rigolé, quoi. Non, mais nous, c'est bon, on est des coussins, on n'a pas besoin de ça, quoi. C'est un outil, je crois qu'il y a une photo dans le livre, il me semble, c'est un outil qui vous permet de... Vous êtes presque couché, non? C'est ça? C'est Vous ça, êtes... c'est un Kobo, donc en fait, c'est un robot, mais qui ne travaille pas à notre place, qui supporte le poids de notre corps et qui permet pour nous de faire toutes les positions, toutes les tâches qu'on faisait en position à genoux avant, de les faire en position semi-allongée sur un siège ergonomique, donc pour éviter aussi les problèmes liés au trapèze, au cervical, enfin, voilà, toutes les tensions qu'il pourrait y avoir, les épaules, etc. C'est vraiment fait pour la prévention de tous les troubles musculo-squelettiques liés à l'activité en production végétale, pour les maraîchers ou pour les producteurs de plantes. Donc, voilà, s'il y avait un truc qu'on ne referait pas, peut-être c'est de faire plus attention et d'économiser plus nos forces sur le volet paysan. Et la question qui s'ensuit, avez-vous pensé à la couveuse d'activité? Alors nous, on n'a pas utilisé ce système de ruche, mais je pense que c'est un outil qui est super bien parce que en fait, ce système-là, on en a bénéficié directement sur place. Nous, on a bénéficié d'un dispositif qui s'appelait à l'époque le portage foncier. Donc pendant 2 ans, la SAFER, l'organisme qui attribue les fermes dans les régions, a acheté notre ferme, l'a mise en réserve, nous a fait un bail précaire. Donc on n'avait pas le droit de toucher, on n'avait pas le droit de faire de travaux ni rien, mais on avait le droit d'être là. Donc on a pu convertir les terres à la bio, commencer à mettre en place une pépinière, monter notre projet, passer notre diplôme agricole, voir vraiment quel était le territoire où on prenait place, monter une structure pour commencer à vendre des livres sur les marchés, voir un peu le marché où ça en était, comment on était reçu et tout ça, avant l'installation officielle qui a eu lieu du coup à la fin de ce cycle de 2 ans. Et en fait, on a fait pépinière sur place. Ça, c'était vraiment le luxe absolu. C'est-à-dire que la pépinière, c'est un espace de transition quand vous allez accéder à un lieu, mais pouvoir compter ces 2 années de transition sur le lieu, c'est encore plus précieux. Donc en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour nous, puisqu'on est arrivé ici enfin, on s'est installé pour la première fois vraiment. On a emménagé toutes nos affaires fin 2011. Et on s'est installé fin 2013. Et pendant ces 2 années, en fait, notamment, on a réuni les fonds pour pouvoir acheter la ferme en collectif. Donc, c'est pas du tout anecdotique, quoi. Et ça a été vraiment un des leviers de réussite du projet, parce qu'en 2 ans, on a eu le temps d'adapter, aujourd'hui ils disent pivoter dans les trucs de porteurs de projet, notre projet par rapport au territoire dans lequel il prenait place, en le connaissant vraiment, quoi, simplement. Après, il y a des structures qui peuvent vous accompagner dans ce processus-là chez vous. Je pense au CIVAM, par exemple, et avoir des temps de rassemblement ou pouvoir échanger avec d'autres porteurs de projets, qui sont des espaces de compromis si vous n'avez pas la chance d'avoir sur votre territoire une cause d'activité ou une coopérative d'activité et d'emploi, par exemple, qui peut vous permettre d'avancer votre projet. Alors, Giuseppe, au vu de la charge de travail, gérer un écolieu et être rentable seul me semble utopique. Et alors, il y a 2 questions en fait de Giuseppe. Quel a été votre investissement de départ? Comment avez-vous eu accès à la terre? Avez-vous eu des aides financières? Alors, il y a plusieurs questions. La question de faire les choses seul sur un lieu comme ça, c'est impossible. Clairement, c'est impossible de gérer seul de l'accueil de public, une activité agricole. Enfin voilà, nous, on n'est pas deux. Il y a une personne qui est salariée en plus sur le café-librairie. On peut avoir du renfort au champ en saison au besoin. Bon là, cette année, on ne l'a pas fait parce que c'était compliqué, mais on n'est pas deux. Donc oui, gérer la structure et mettre en œuvre l'activité qui permet que la structure vive, en fait, on n'a pas de personne à pouvoir magique. Hein. C'est pas possible de faire ça seul, c'est très compliqué.
Donc voilà, la banque nous a fait confiance sur cette partie d'acquisition du bâti personnel. Et pour le professionnel, on a fait une acquisition en collectif. Donc là, on a levé 65 000 euros d'épargne citoyenne directe. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Ulule, tout ça. On a fait ça en faisant des salons, des marchés, des réunions d'appartements, des réunions de café, du porte-à-porte et tout ça. On a mis 1 an et demi pour réunir cette somme. Et à l'époque, on était 96 personnes. Maintenant, on est 125 parce qu'il y a des gens qui sont rentrés depuis les 10 années qui se sont écoulées. On a pu acquérir la ferme grâce à l'épargne citoyenne directe. Le lancement de la partie librairie. Donc là, on a eu une acquisition de fonds de livres au départ qui s'est faite grâce au financement de Club Sigal. Et puis après, pour la rénovation du café librairie, on a fait une demande d'aide Leader. Donc on a eu, donc le Leader, c'est un fonds européen pour le développement de projets en territoires ruraux. Il y a une partie du projet qui a été autofinancée. En fait, ça prend en charge qu'un pourcentage. Donc ça, c'est la banque qui nous a financé. Et quand même une partie importante qui a été financée par le Leader pour faire en sorte que ce lieu puisse accueillir avec toutes les normes possibles tous les publics. Ça, c'est la partie café. Et la partie agricole, on a fait des prêts jeunes agriculteurs traditionnels à la banque qui ont en partie été refinancés une partie en prêt familial après l'accident d'Adrien pour réduire un peu la tension là-dessus. Donc voilà, en fait, on a utilisé plein d'outils financiers différents pour financer le projet. Avec évidemment au départ une réticence assez importante des banques et des systèmes traditionnels qui nous a donné un peu la nécessité de montrer qu'on était capable de déployer d'autres moyens de lever des fonds. Et le fait qu'on ait levé des fonds d'une autre manière nous a permis de débloquer la banque en se disant, bah voilà, il y a une communauté, c'est pas juste un petit projet comme ça dans un coin. Donc pour l'accès au foncier, on est passé par le dispositif du portage foncier dont je parlais juste avant. Et après, en fait, on a fait l'installation agricole traditionnelle, c'est-à-dire Adrien a passé le BPREA, donc le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, qui est un peu le sésame pour accéder à l'installation agricole traditionnelle. Vouloir s'installer sans les aides. Alors déjà dire qu'on ne veut pas de comptable, mon Dieu, heureusement qu'on a un comptable parce que je ne sais pas comment je ferais ça, c'est juste qu'il faut déduire de l'enveloppe qui va vous être donnée ce truc-là et le mettre de côté. Mais clairement, être accompagné par des professionnels dans ces étapes-là, c'est quand même hyper important. Et puis surtout, quand on est agriculteur, on achète son outil de travail alors qu'on sait qu'on a une faible marge sur ce qu'on va toucher du fruit de notre travail. Donc pouvoir être aidé, parce qu'il y a des dispositifs d'aide pour ça, refuser ces dispositifs d'aide, qu'ils aillent par dizaines de milliers d'euros à des agriculteurs sur des modèles industriels, alors que nous, sur des modèles vertueux, on ne va pas en bénéficier et on va se mettre encore plus en difficulté. Pour moi, c'est vraiment tirer une balle dans le pied. Donc après, j'entends qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas envie de passer par ce système et qui se mettent en marge, mais il faut savoir que le prix à payer est très élevé, quoi. Donc voilà, nous, on a planté, en fait, la dotation jeune agriculteur, donc l'aide principale dont on va bénéficier, elle est conséquente, hein, elle est je crois aujourd'hui ça doit être plus de 25 000 euros. C'est les 2 premières années où on ne va pas se payer. Parce qu'il ne faut pas se mentir, quand je plante un petit thym citron comme ça, je ne vais pas pouvoir en récolter 50 kilos l'année, la première année. Donc voilà, il y a un processus pour que les choses se mettent en place et la DGA, elle est pensée pour ça. Donc voilà, ça c'est quand même un truc, l'accès à la terre par les dispositifs d'installation traditionnels, ils sont critiquables, mais il faut quand même bien aller voir la conf, aller voir les CIVAM, aller voir les dispositifs d'aide aux porteurs de projets. La conf, c'est la Confédération La paysanne. Confédération paysanne, ouais. Si vous avez envie d'accéder à la terre pour un projet paysan, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller. Restez pas forcément sur des idées qu'on a au départ par axe militant ou par volonté de pas trop s'engager, entre guillemets, parce que quand on s'engage dans ce processus-là, on se dit c'est bon, on est agriculteur pour les 10 années qui viennent, hein, on signe ça. Donc il y a des gens qui se disent bah oui, mais pensez peut-être des espaces intermédiaires, des espaces de formation intermédiaires pour valider vos projets, mais il ne faut pas avoir peur de passer par le dispositif JA parce qu'il est quand même assez précieux, quoi. Avant de s'installer, et justement pour savoir où on en était l'un vis-à-vis de l'autre par rapport à ce projet, on a fait un tour de France où on est allé voir plein de porteurs de projets différents et on a beaucoup lu. Et en fait, il y a un livre qui m'a marqué qui s'appelle La Communauté. C'est une bande dessinée, c'est chez Futuropolis. Ça raconte l'histoire de la communauté de Moulins-Rôti.
pas si vous voyez ce que c'est. Moulin Rôti, c'est la marque de jouets et qui est super connue aujourd'hui, qui est très à la mode. Moulin Rôti, à la base, c'est un projet communautaire, alternatif, très alternatif dans les années 70. Et donc, ce bouquin raconte l'histoire du lieu, les difficultés qu'ils ont connues, notamment un grand incendie de la fabrique et tout ça, comment ils l'ont dépassé. Et en fait, ce qui est assez fort, c'est qu'à la fin, donc le dessinateur de la bande dessinée, c'est le conjoint de la fille d'un des fondateurs. Et donc, ce monsieur, enfin ce jeune garçon, en fait, demande à son beau-père, il lui demande simplement, et si c'était à refaire? Et lui, il dit, si c'était à refaire, je ne le referais pas. J'ai laissé trop de plumes, c'était trop dur. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on nous a dit des gens du Larzac, des gens un peu de lutte historique et de néo-ruraux historiques qui avaient monté des projets avec, très ambitieux, avec vraiment hyper à don sur les valeurs et tout, et qui, pour le coup, ont laissé vachement de plumes dans l'affaire. Et quand je dis laisser des plumes, c'est pas financièrement, hein, c'est plutôt physiquement, moralement, socialement, des ruptures, des choses assez, des deuils assez difficiles, et de se dire, en fait, est-ce que ça en vaut la peine? Et nous, on voulait pas avoir à se poser cette question, quoi. Euh, Bien sûr qu'il y a une part de dépassement de soi, il y en a toujours une, c'est évident, surtout quand on part de très loin comme c'était mon cas. Mais l'idée, c'est quand même de limiter un peu les dégâts, quoi, et de faire en sorte qu'effectivement, on ne se dise pas, arrivé à la retraite, mais on a totalement merdé, parce qu'en fait, maintenant, on est au bout du roule, quoi, et on n'aura pas réellement profité du truc pendant qu'il avait lieu, parce que c'était dur. Et maintenant, on peut même pas regarder ça avec fierté parce qu'on y a laissé trop de nous dans cette histoire-là. Et ça, je pense que c'est un truc essentiel. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire du chemin et de l'objectif. Et je pense que oui, tout faire soi-même ou là où on met le curseur de valeur, c'est une question qui est importante. Il faut savoir être humble et s'écouter par rapport à ce qu'on est capable ou pas de faire. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas capable de le faire un jour qu'on le fera pas autrement ou d'une autre manière plus tard, quoi. Donc voilà. J'ai retrouvé la photo, alors je ne sais pas si on va bien la voir, la photo de l'appareil dont j'ai moi-même pas retenu le nom. Outilo. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, je rapproche là. Voilà, vous êtes couché en fait, c'est assez rigolo à voir, comme ça je ne pensais pas que ça existait. Et effectivement, on imagine que ça Bah oui, en fait, ménage. on va plus vite, on est moins fatigué après. C'est vraiment, enfin, nous, ça a changé notre vie. Et puis, même au-delà du handicap, en termes de rapport à notre travail, ce truc enfin, voilà, de plus rentrer le soir en étant défoncé de fatigue. Ce qu'on pouvait vivre comme une fierté au départ. On a tout donné, comme à la fin d'un marathon. Ah, aujourd'hui, on a vraiment été au bout. Mais ça, c'est bien. Quand tu as 25 ans, tu as envie de vivre ça. Tu as envie d'aller au bout de ton corps. Tu as envie de connaître tes limites. Je sais pas, nous, on n'avait pas besoin de faire de l'ultra-trail. En fait, on faisait du désherbage, quoi. Mais avec un enfant en bas âge, on est content de rentrer d'une journée de travail avec encore de l'énergie, du temps pour, pas abîmé, de pas se lever le matin en se disant oh, ça fait mal. Et du coup, de pouvoir se réveiller avec le sourire et repartir tranquillement et pas se dire oh là là, ça va être dur encore, quoi. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est essentiel. Où en êtes-vous au niveau formation sur un tel type de projet? J'ai bien entendu BPERA, y en a-t-il d'autres? Donc le BP, c'est ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle une capacité agricole, et notamment un droit d'accès à la terre et aux aides, la fameuse dotation jeune agriculteur dont je parlais tout à l'heure. On peut avoir une capacité agricole parce qu'on a fait un lycée agricole, on peut avoir une capacité agricole parce qu'on est conjoint ou enfant d'exploitant et qu'on fait valoir comme une VAE le fait que, bah, en fait, on sait faire, quoi. Donc ça, c'est des processus voilà, de demande de dérogation pour obtenir la capacité. Donc il y a plein d'autres manières d'obtenir le BP, d'obtenir la capacité que le BP, mais le BP pour les gens qui font un virage de vie, c'est quand même le standard, hein. Et après, la question, c'est où le faire. Essayer de trouver, enfin, nous, par exemple, le CFPPA qu'on a fait était pas mal, mais c'était pas la référence. En France, sur les plantes aromatiques et médicinales, c'est Montmoreau, clairement. C'est l'endroit où il faut poser ses valises pour être sûr d'avoir accès à la meilleure ressource. Une nouvelle question sur l'outil-lot, décidément, ça intéresse beaucoup de monde. Quel est le coût de cet outil? Ça coûte à peu près 20 000 euros. Oui, c'est évidemment un investissement qui est très conséquent. Mais déjà, il vaut mieux se le faire financer au départ.
que dans la difficulté, parce que nous, la banque, quand on est arrivé avec Adrien, avec son genou cassé, elle nous a dit non, là, ça va pas, c'est pas vraiment le moment où on vous fait confiance et on va vous financer un investissement comme celui-là. Et donc voilà, après, c'est une entreprise française, hein, c'est une PME française qui s'appelle Toutiter qui fait ça. Donc il faut voir avec eux. Et après, il y a des outils qui sont en autoconstruction. L'atelier paysan fait des outils. Alors, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas auto-tracté, mais on peut des outils d'ergonomie comme ça qu'on peut mettre derrière le tracteur pour, de la même manière qu'on le ferait en binage, se mettre à l'arrière et puis être en position allongée plutôt que de désherber à genoux. J'ai une autre petite question, moi, qui, du coup, entre deux questions d'internautes. L'exode urbain est-il nécessairement radical, c'est-à-dire directement de la ville à la campagne? Est-ce qu'il peut s'envisager de façon progressive, c'est-à-dire quitter une très grosse ville pour une ville un peu moins importante, et ainsi de suite, ou pas, ou s'arrêter? Est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est encore de l'exode urbain, ou est-ce que non? Alors oui, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des étapes. Après, moi, je défends que l'exode urbain, par exemple, c'est pas la métropolisation. Aller poser ses valises à 20 km du centre-ville pour prendre sa bagnole tous les jours, faire des allers-retours et continuer à avoir les mêmes habitudes, le même rythme de vie, ça, c'est changer de cadre de vie, c'est pas changer de vie. Et pour moi, l'exode urbain, c'est nécessairement remettre en cause aussi le modèle urbain, qui est extrêmement consumériste, où tout va très vite, où les relations sociales sont très superficielles, où on n'a jamais le temps de rien. Voilà, donc je pense que oui, il peut y avoir des étapes intermédiaires. Dans votre livre, moi, j'ai relevé un certain nombre de mots-clés que je vais vous citer et peut-être que vous pouvez un peu développer et broder là-dessus. Donc, j'ai relevé les mots espace, autonomie, entraide, relations humaines, lien à la nature, culture, mobilité, enfant. Bon, je vous les dis tous à la suite, mais on peut les redire un par un si vous voulez. Est-ce que c'est, pour vous, ce sont les maîtres mots du changement de vie? Oui, avec quand même deux principaux pour moi qui sont autonomie et entraide. Mm. Aujourd'hui, le modèle dominant, il marche plus. Donc en fait, moi, j'ai énormément de confort à défendre ce truc-là. C'est-à-dire que qui va me dire la ville, c'est génial, on s'y sent hyper bien, il n'y a aucun problème en plein confinement. Je veux dire, ce point de vue-là n'est pas défendable aujourd'hui. Il n'est plus défendu d'ailleurs. Dans tous les débats que j'ai pu avoir, il y a des débats sur les conséquences de l'exode urbain sur les ruralités, mais il n'y a même plus de débat sur. J'ai pas d'urbaniste ou de géographe qui me disent mais l'avenir du monde, c'est la ville. Même Shanghai limite son nombre d'habitants maintenant. Enfin, je veux dire, les mégapoles, c'est terminé. Donc en fait, il y a vraiment cette idée que pour changer de modèle, il va falloir faire un pas de côté et évidemment, on va s'organiser et peut-être on va s'organiser pour construire une alternative. Mais en aucun cas, on est dans le même schéma que les années 70 où il y a la nécessité de vivre en communauté autarcique, hein, parce qu'à l'époque, c'est pas l'autonomie, il fallait être capable de se débrouiller seul dans un espace où il n'y avait pas forcément l'accès à l'électricité, pas d'eau. Pas forcément d'eau couvrante et aucun autre, et pas de service scolaire, rien du tout. Donc ces communautés-là, elles créaient tout, ex nihilo, et elles se débrouillaient. Et en fait, aujourd'hui, évidemment, on n'est pas du tout dans le même schéma. Et je pense que néanmoins, pour construire une vie qui soit souhaitable et durable, parce que quand même c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de se dire, l'exode urbain, c'est un des leviers pour répondre au défi du 21e siècle qui commence, qui est celui du changement climatique. Et de se dire que à la fois, oui, on va faire un petit choix de vie, on va se sentir mieux, mais en fait, on est aussi en train de changer le monde quand on fait ça. Et donc, pour pouvoir réduire notre empreinte écologique, pour pouvoir être plus résilient face au changement climatique, eh ben, il faut être plus autonome. Mais en aucun cas, l'autonomie, c'est l'isolement. L'autonomie, c'est nécessairement l'entraide. On ne peut pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Et d'ailleurs, tous les systèmes paysans traditionnels, ils étaient organisés en communauté. L'entraide faisait partie structurelle du quotidien des paysans. Et aujourd'hui, c'est encore un peu là, mais c'est quand même difficile. On a vocation à se mécaniser plus. Ah bah oui, si on partage un matériel, on va en avoir besoin en même temps. Alors bon, ce serait quand même mieux que chacun investisse de son côté, etc. C'est des questions qu'on ne se posait pas il y a 50 ans, quoi. Donc voilà, du coup, pour moi, autonomie et entraide, c'est l'essentiel. C'est-à-dire moins dépendre de la consommation, vraiment faire la différence entre nos besoins et nos envies et être capable de répondre au mieux à nos besoins de manière autonome, mais pas forcément seul. On crée une communauté qui est très large et ouverte, qui permet par ce réseau d'entraide d'accéder réellement à une forme d'autonomie.
Et pas une communauté fermée, pour le coup, entre des personnes qui sont des néos, mais une communauté qui est ouverte sur, quand j'appelle communauté, c'est tous les gens du bassin de vie, avec des gens très différents de vous, et qui pourtant peuvent avoir une appétence, et en plus ont souvent des savoir-faire et une connaissance du terroir, du patrimoine naturel et du patrimoine bâti qu'on n'a pas, donc qui est ultra précieuse. Parce qu'en fait, pour avoir des relations sociales en ville, il faut passer par un espace marchand. Parce qu'en fait, on habite dans les grandes villes, on habite dans des espaces petits. C'est pas forcément très simple de s'inviter les uns chez les autres parce que les voisins râlent, parce qu'on n'a pas la place pour le faire, parce que voilà. Donc, à part une fête par an, on va essentiellement se voir à l'extérieur, boire des cafés, aller au restaurant, aller au théâtre, aller à un concert. Et donc, forcément, on va avoir un filtre. On va passer le plus de temps avec les gens avec qui on partage les mêmes goûts. Et donc, en fait, on va être quasiment systématiquement en espace de semblables. Et c'est pas grave, en fait, on peut être très heureux comme ça. Mais il y a un état de fait, c'est-à-dire que les gens disent oui, mais la ville, c'est la diversité. Non, la ville, c'est la profusion de choix. Mais la réalité, c'est que le choix qu'on fait, c'est toujours le même. Donc, en fait, on a effectivement à la campagne une ouverture différente parce que ce qui va faire le socle des relations sociales, notamment, c'est l'entraide. On a toujours un truc à bricoler, quelle que soit la saison. Et en fait, les relations sociales se construisent sur le faire et pas sur le consommer ou sur le dire. Et donc, du coup, à partir du moment où on est dans le faire, c'est beaucoup plus facile de faire fi de nos différences de point de vue. Et effectivement, on peut faire ensemble et on va s'acculturer et on va apprendre. Et une fois qu'on aura fait ensemble, qu'on aura partagé du commun, qu'on aura l'impression d'être fiers de nous et d'avoir fait un truc et d'avoir créé du lien, on va s'asseoir, on va boire un verre, on va manger parce que la convivialité, elle est toujours là, elle est structurelle, aussi de ces espaces d'entraide. Les anciens, ils disent ah non, tu donnes pas la main sur la ferme. Enfin, qui a donné la main sur la ferme, on lui ouvre la table. C'est la moindre des choses, quoi. Sauf que ça, c'est hyper fort parce que c'est dans ces moments-là qu'on va faire tomber les barrières, qu'on va oublier les préjugés, qu'on va créer du lien et qu'en fait, après, ce lien, il est indéfectible parce qu'on a fait ensemble, parce qu'on a partagé, parce qu'on a osé dépasser un peu nos différences. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc essentiel. Et pour moi, c'est une des choses les plus précieuses que j'ai de ma vie rurale. C'est la diversité dans mon réseau social, intergénérationnel. Qu'est-ce que j'ai encore comme question? Ça, je pense que je connais la réponse, mais je vous la pose quand même. Pensez-vous retourner à la ville un jour? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, non, pour nous, c'est no way back. Mais après, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est le cas. Et en fait, en plus, je dis jamais de la vie, mais je ne sais pas comment je serai avec 50 ans. Hein. Donc, je ne sais pas, je vois des gens dans le parcours de vie qui font ce chemin, puis qui repartent, puis qui reviennent. Je ne considère pas que l'exode urbain, c'est un schéma linéaire. Je pense qu'aussi, il y a des gens pour qui ça rate, pour qui la première installation n'est pas la bonne, où il y a des ruptures de couple, où il y a l'arrivée d'un enfant et que ça change la donne, où il y a des problématiques professionnelles. Voilà, je pense que de toute façon, c'est un truc perso et donc la vie, c'est pas toujours comme on a choisi au départ, enfin, c'est pas toujours comme on rêve les choses. Mais en tout cas, moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui de dire et de défendre, c'est pas que l'exode urbain, c'est un truc magique où ça marche à tous les coups, où c'est facile. En tout cas, ce que je souhaite vraiment, c'est que les gens puissent se dire, les gens qui vivent en ville, qui veulent partir vivre à la campagne. Et c'est pas anecdotique parce qu'en 2019, on avait un sondage IFOP avant le Covid, avant la crise du Covid, qui disait que 57% des urbains ne rêvaient que d'une chose, c'était de partir et que s'ils en avaient la possibilité, ils partiraient. 80% disaient que leur mode de vie rêvé était à la campagne. Il y a un enjeu très fort, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne choisissent pas. Si seulement on peut avoir le choix de partir, puis de rentrer éventuellement, c'est pas la question, mais pour moi, en tout cas, le propos de ce livre, c'était de dire aux gens, vous avez le choix, c'est possible. Et on doit construire les moyens pour que ce soit réellement possible en pratique si c'est compliqué. Et on doit réfléchir collectivement à comment c'est possible. Donc ça, voilà, c'était l'étape 1 en tout cas le socle de mon message, c'était de se dire, la campagne doit pouvoir être un choix, mais pour les urbains et pour les ruraux aussi. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui grandissent à la campagne, on leur dit, va à la ville, va faire tes études et trouve un travail là-bas, parce qu'ici, tu ne pourras pas réussir ta vie. Si tu veux rester avec ta communauté, tes amis, ta famille, si tu veux avoir cette qualité de vie, tu dois renoncer à la réussite. Et ça, c'est un message qui est terrible en fait. Moi, je veux qu'on puisse dire à des jeunes à la campagne, tu peux te former ici, vivre ici, construire ta profession ici et réussir ta vie chez toi si tu en as envie.
Après, si tu es fâché avec tes parents et que tu veux te casser, c'est autorisé aussi. Mais, mais en tout cas, il y a quand même un truc, vraiment un message à porter qui est dans les deux sens. Parce que ce que j'appelle la ruralité positive ou la rural pride, c'est aussi l'affirmation d'une relation au territoire rural qui est aujourd'hui vraiment mal menée et mal perçue et qu'il faut absolument bouger. On est des espaces d'innovation, on est des espaces d'innovation technologique, sociale. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de projets qui naissent, il y a de la place pour la culture, il y a de la place pour l'art, il y a de la place pour voilà, il y a de la place pour plein de choses. Là, je réponds à beaucoup de questions sur l'installation agricole parce que je sais que c'est aussi le réseau de Terre Vivante. Ce lien à la terre, il est très fort chez vous. Mais il y a aussi plein de manières de vivre la néo-ruralité. C'est pas seulement le retour à la terre. Ça fait partie des options possibles, mais on peut aussi rester salarié, on peut aussi voilà, il y a pas la nécessité de devenir paysan pour être néo-rural. Paysanne, bien Très sûr. bien. Très bien. Je crois qu'on va arriver au terme, je regarde là, mais on va arriver au bout de ce live. Est-ce que vous avez, pour conclure, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose de particulier en plus ou... Là, je pense que la Sûrement conclusion beaucoup, est... parce que je sais qu'il y a plein de choses à dire. Je pense que je suis assez passée à la conclusion, mais voilà, moi, je voulais vous remercier. J'en ai pas suffisamment l'occasion parce que quand on a fait ce projet de livre, c'était un peu une utopie que vous l'avez fait par conviction et pas parce qu'il y avait un marché et que je suis très heureuse que le sujet ait pris dans l'opinion publique aujourd'hui, mais c'est aussi parce que Terre Vivante m'a fait confiance et parce que vous, Brigitte en particulier, et Julie m'avez accompagnée sur ce processus, qu'on a ce format aujourd'hui et que j'ai aimé comme mon intuition et mon parcours a résonné avec votre expérience aussi et que je pense que c'est parce qu'il y avait ça qu'on a pu arriver à ce format où je me suis sentie libre de dire tout ce qui était important pour moi. Et ça, c'était important, c'était important aussi, hein. Et de choisir le ton qui était celui que j'avais envie d'avoir et même la forme. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Merci à Terre Vivante et merci à vous en particulier de m'avoir offert cette opportunité parce que je suis très fière du format qui est sorti. Je suis heureuse de le défendre. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était une longue gestation, hein. C'était 2 ans de réflexion et de maturation et tout ça. Et donc voilà, ça a été un peu douloureux comme processus, surtout la réécriture avec la question du Covid, avec beaucoup d'incertitudes. Mais je suis assez fière de ce travail qu'on a fait ensemble et en tout cas, j'en suis très heureuse. Donc voilà, je voulais vous dire merci. Ben, merci à vous, merci pour votre confiance. C'est vrai que, bon, à Terre Vivante, on s'attache, enfin, ce sont des sujets évidemment qui nous passionnent et qu'on s'attache à défendre et à mettre en avant. Et on s'attache aussi effectivement à faciliter toutes les démarches d'autonomie et de responsabilisation par rapport au monde qui nous entoure. Donc, effectivement, ça fait partie c'est notre cœur de métier. Alors, donc, merci à vous et merci à tous les internautes et toutes vos questions qui étaient très intéressantes et qui ont permis de développer des sujets que moi, j'ai trouvé vraiment tout à fait captivants.